Bonjour à tous. Nous allons commencer tout de même la première partie sans prendre trop de temps pour situer le contexte de ce concert. Nous accueillons au Conservatoire du 6e cet événement qui tourne autour de l'improvisation et de sa modélisation parce que nous avons un grand projet sur Jean-Philippe Rameau. C'est le Conservatoire Jean-Philippe Rameau et c'est l'une des raisons pour lesquelles on travaille avec beaucoup de professeurs. Je me présente, je suis Fabrice Guédy de l'Atelier des Feuillantines et je suis compositeur en résidence ici. Jean-Philippe Rameau est exemplaire puisque c'est un des musiciens qui a vraiment le plus réfléchi sur la formalisation mathématique de certains principes d'écriture, parfois d'ailleurs en se contredisant, parfois d'une manière qui n'est pas aussi scientifique qu'on le ferait aujourd'hui, mais c'est tout de même quelque chose de très représentatif de la musique française que de considérer la musique, l'écriture musicale comme un objet de réflexion. Et c'est ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. Alors il y a d'autres événements qui sont prévus au sein du conservatoire. Il y a une pièce que j'écris qui va être pour l'orchestre de 3e cycle, créée le 2 juin à l'auditorium, qui est une pièce qui va utiliser les principes expliqués par Rameau, développés par Rameau dans certains de ses traités, pour montrer le lien entre différentes époques. Ce lien peut se faire aisément si on partage une certaine manière de réfléchir. Et puis il va y avoir des stages où les membres de l'ensemble intercontemporain vont venir ici pour travailler avec certains élèves, pour leur montrer des nouvelles techniques de jeu qui sont utilisées dans la pièce que j'écris, qui va permettre aux élèves de jouer cette pièce. Et donc tous ces événements seront accessibles par voie d'affiche, par mail, etc. Voilà, maintenant, chaque intervention sera précédée ou suivie, entrecoupée d'explications par les musiciens eux-mêmes qui vont vous expliquer quels principes sont utilisés dans leur travail. Voilà, je vous remercie et bonne soirée. Bonsoir. Donc, nous avons un projet avec Hervé Célin et au départ, il y a une commande d'un festival italien qui s'appelle les Pietre di Cantano, qui est à l'Aquila, et qui nous demande de faire un spectacle qui relie Billie Holiday, Edith Piaf et Elisabeth Schwarzkopf. Le rapport est évident, ce sont trois dames qui chantent, et surtout elles sont nées en 1915, c'est surtout ça la raison. Alors on peut, dans ce projet, essayer de relier Billie à Billie, ce qui est déjà compliqué, puis peut-être Billie à Piaf et peut-être Billie à Schwarzkopf et finalement Billie à Piaf et à Schwarzkopf.
autor, laissez-nous-le. Hybridation, comme on dit en espagnol, la question posée est celle du modèle d'hybridation musicale ou plus généralement de la mémoire musicale. C'est le but du projet OMAX et Improtec, qui ont été développés à l'IECAM et à l'école des études, notamment par Marc Chemilly et Jérôme Mica, qui consacrent une thèse à ce sujet. On pourrait considérer que notre mémoire musicale consiste en un répertoire qu'on connaît, sans nécessairement connaître les règles stylistiques. Et notre mémoire nous sert notamment, par exemple, à improviser à partir de choses qu'on connaît. Et souvent, lorsqu'on improvise, on a une sorte de scénario. Et la grille de jazz est un exemple un peu emblématique du scénario. C'est donc une grille harmonique sur une mélodie. Et le scénario, scénario, comme nous donne le jazz, ça fait référence aux règles, puisqu'il définit un concept formel. Et dans ce que nous venons d'entendre, eh bien, le scénario, c'était, comme vous l'avez sans doute reconnu, la pièce de Gershwin, The Man I Love. Et la mémoire, c'était 3 morceaux de Billie Holiday, dont The Man I Love, et un de Piaf, Mon Dieu, et 2, je ne vais pas dire de Schwarzkopf, mais plutôt de Puccini et de Mozart, puisqu'il s'agissait de l'air de Liu de Turandot et de Mitrali de Don Giovanni. Donc là, cette question d'hybridation est une question intéressante, et donc lorsqu'on a voulu lier les 3 dames, on a pris une sorte de fil conducteur qui est Gustav Mahler, puisque c'est un des seuls compositeurs du tournant du XXe siècle qui a réussi à faire une musique moderne en conservant l'importance, en gardant l'importance des cadences parfaites, et ce qui est évidemment important pour Billy et Piaf. Et donc, dans notre projet reliant Schwarzkopf à Piaf et Billy, on a pris comme point de départ un lead de Gustav Mahler qui s'appelle Rofelg, pour imaginer ce que Billy et Piaf en auraient fait. C'est très important parce que dans notre projet d'hybridation, on mélange une hybridation faite à la main, si je puis dire, faite par la connaissance, par les savoir-faire, et puis des hybridations faites à la machine, comme celle que vous venez d'entendre. Rofelg est un sujet très piafien, si vous m'exprimez ainsi. C'est l'histoire d'un tambour qui salue sa bien-aimée avant de partir à la guerre, où il est très vite blessé. Ses compagnons en déroute ne peuvent l'aider et d'ailleurs lui marchent dessus, l'écrasent. Il meurt et son fantôme se réveille. Son fantôme bat le tambour et met en fuite l'ennemi. À la fin, on voit les cadavres des soldats morts, tous en rang derrière le tambour, devant la maison de bien-aimé. C'est une gaieté folle, comme vous le voyez. Thank you.
À partir de cette histoire très piafienne, on pourrait donc imaginer ce qu'aurait pu faire par exemple Billie Holiday dans une atmosphère très enfumée de diverses substances. Donc, puisqu'on est dans notre projet d'hybridation, voilà une hybridation absolument pure, faite absolument sans machine. Donc, c'est une version de Rodelgue à la Billie par Hervé Sénat.
sur le fait que c'est toujours important, on s'amuse bien avec les machines, mais c'est toujours important de confronter les machines à les gens qui font des choses à la main, si je puis dire. Alors maintenant, on va réentendre Revelge, mais cette fois-ci, le texte s'y prête, le soldat mort à la guerre, etc. On peut imaginer que c'est un beau légionnaire et que Édith Piaf chante ça. Donc vous allez avoir la conception célinienne de Revelge à la Piaf. D'éléments musicaux, on va parler de scénarios d'improvisation éventuels. Il y a évidemment aussi des structures musicales qui ont des modèles génératifs et des modèles mathématiques, et c'est le sujet de cette conférence aussi. On peut penser évidemment aussi à des modèles pragmatiques, à la forfonade, mais aussi au flux, au canon. Alors mélanger un canon, qui est un morceau, comme vous le savez, où des voix jouent sur le même rythme, et à une mélodie semblable, et un hockey qui est un ensemble où les voix chantent tout le temps mais jamais ensemble,
C'était un rêve de beaucoup de compositeurs et il n'y avait pas de solution facile et il a fallu que le mathématicien et compositeur Ruza, roumain, trouve de telles structures qu'on appelle des canons de catégorie maximale. Alors c'est facile de voir quand on se trompe, puisque si on joue ensemble, c'est qu'on est en train de se tromper. C'est vache de dire ça avant de jouer d'ailleurs. Hein. Bon, et donc, voilà un exemple à 6 voix en hommage aux 3 dames, donc Piaf, Billy et Schwarzkopf, avec un texte assez banal en italien pour le festival italien, mais ce canon, outre le fait des catégories maximales, en fait définit une mélodie secrète, innere Stimme, comme dirait Schumann, et c'est cette mélodie qui apparaîtra à la fin et qui fera l'objet d'une improvisation en temps réel par la machine.
Monsieur Georges Black. C'est là. Bonsoir. Donc nous sommes Loumupo. Je vous présente Joseph Boisseau. Son nom n'est pas écrit sur le programme, donc je vais le redire. Joseph Boisseau. Mon nom est écrit sur le programme, mais pour le cas où vous ne sauriez pas comment ça se prononce, je suis Valentin Villeneuve. Donc là, qu'est-ce que c'était ce truc? Alors c'est une pièce pour violoncelle et piano que j'ai intitulée Sur la suite de Fibonacci. Donc c'est une étude donc, de la spirale logarithmique de Fibonacci, donc avec la suite que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire 1, 1, 2, 3, 5, 8 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc j'ai fait une étude partielle donc, de la forme et des harmonies en reprenant les rythmes sous forme de syncope. Donc, par exemple ici 3, 2, 1, qui sont dans la suite. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, et je recommence. Avec un piano donc, qui est décalé donc d'une ronde, 8 faisant partie de la suite de Fibonacci, autour de l'accroche. Et donc du coup j'ai basé ma pièce comme ça. La pièce dure 55 secondes, ça fait partie de la suite de Fibonacci. Il y a 34 mesures, ça fait partie de la suite de Fibonacci. Les mesures sont toutes à 4-4, donc 8-8, donc dans la suite de Fibonacci, ou alors à 5-8 dans la suite de Fibonacci, et les degrés utilisés sont les degrés 2, 5 et 1,
dans la suite de Fibonacci. Voilà. Mais alors, du coup, tu utilises que le début de la suite de Fibonacci. Tu aurais pu aller jusqu'à Alors, la fin quand même. Alors je l'utilise jusqu'au chiffre 55, donc ça c'est pour la durée. Ah oui, ça durait 55 secondes. Ça a hein. duré Pour ceux qui ont 55 noté. secondes. Personne n'a chronométré? Voilà. Alors, on n'avait pas eu le mémo comme quoi la soirée était consacrée à des choses, des techniques d'improvisation. Donc, désolé, on va vous présenter des choses préparées à l'avance, enfin en théorie. Voilà. Parmi les choses amusantes que nous utilisons, il existe un petit logiciel qui est une pure merveille, un logiciel d'édition musicale qui s'appelle GNU Lilypond. Et avec ce petit logiciel, on peut faire pas mal de jeux autour des nombres. Alors, pour vous donner une idée, il va falloir que je traduise ça. Voilà. Pour vous donner une idée, c'est un logiciel dans lequel, quand on tape des noms de notes, par exemple AB en notation anglo-saxonne, et ben là, par exemple, je vais avoir la si, comme vous pouvez voir. Voilà. Et voilà, là, si. Une autre expérience qu'on a faite, c'est autour de la pseudo-quenine de Georges Perec. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pseudo-quenine? Une quenine, c'est quoi? Peut-être que vous connaissez cette forme inspirée du Moyen-Âge qui s'appelle la sextine, qui consiste simplement à faire une permutation dans un poème. Par exemple, le schéma de rime va changer d'une ligne à l'autre. Donc, par exemple, ça va être A, B, C, D, E, F, puis après, on va faire d'abord le A, le C, le D, puis on saute le C, le E, puis on saute à chaque fois une case. Alors, Georges Perec utilise un système un petit peu analogue dans son roman La vie, mode d'emploi. C'est roman au pluriel d'ailleurs, il y en a plein à l'intérieur. Alors, il faut la lire de bas en haut. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, bon bah 0 ça va être 10. Puis après, on va prendre une case sur 2. Donc on a les nombres pairs, 2, 4, 6, 8, 0. Puis après, les nombres impairs, 1, 3, 5, 7, 9. Puis après, pareil, on va prendre une case sur 2. Donc le 4, puis après le 8, puis après le 1. Donc ça nous fait donc 4, 8, 1, 5, 9, 2, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, si vous voyez à la fin, tout à droite, on a, si on prend une case sur 2, 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, on repart d'en haut, 6, 7, 8, 9, 0. Donc, autrement dit, si on rajoutait encore une colonne de plus, on aurait de nouveau les nombres dans l'ordre. Georges Perec utilise ça dans son roman. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il utilise même donc cette espèce de carré magique, mais dans un espace en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il va chercher aussi, il combine un parcours à la fois, donc comme là, on pourrait faire un parcours en 2 dimensions, et puis il rajoute une dimension supplémentaire. Donc voilà. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est donc tout simplement cette espèce de carré magique. Qu'est-ce que ça pourrait donner en traduction musicale? Alors, la première solution, ce que je vais vous montrer justement avec le code barre, c'est qu'on peut associer un chiffre à une note. Donc par exemple, ça pourrait faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. Du coup, la ligne suivante serait Ré, Fa, La, Do, etc. Et ainsi de suite. Donc j'ai écrit quelques petites études autour de ces combinaisons possibles, sachant que ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, si on la lit dans ce sens-là, on entend la gamme dans l'ordre au début, et puis après, ça commence à se décaler. Mais si on la lit horizontalement, on a une suite de chiffres qui finalement n'a plus rien de vraiment identifiable, en tout cas pas immédiatement. Et donc, ce qui est amusant, c'est de superposer les deux. Donc vous allez entendre 3 petites études autour de ces gammes, de ces combinaisons. Dans la première, on va tout simplement... alors moi, je vais parcourir... Non, Joseph va parcourir le tableau verticalement, et moi, je vais le parcourir horizontalement. Dans la deuxième petite partition, ça va être uniquement horizontalement, mais Joseph va jouer des intervalles au lieu de jouer simplement des notes. Il va jouer des intervalles qui correspondent à ces différents chiffres. Donc par exemple, 3, ça représenterait 3 demi-tons, c'est-à-dire une tierce mineure, 4, ça serait la tierce majeure, et ainsi de suite. D'ailleurs, nous, c'est pas le 1, parce que le 0 donne la septième majeure, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et dans la troisième, eh bien, la main, alors d'abord, c'est pour piano seul, donc d'abord je fais un parcours tout à fait ordinaire. Après quoi, la main gauche et la main droite parcourent chacune dans un sens horizontalement, donc il y en a une qui part comme ça et qui fait zac,
puis après Zach, puis après Zach, excuse-moi, je ne suis pas très précis. Et l'autre, pendant ce temps-là, qui part dans l'autre sens et qui fait exactement la rétrogradation. Elle se croise au milieu, c'est magnifique. Et donc, soit sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, soit sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si, Do dièse, qui est beaucoup plus rigolo. Je pense que vous entendez la modulation assez clairement. Voilà.
Alors, Joseph ne fait pas que jouer du violoncelle. Il joue du piano et il écrit surtout. Il m'a proposé ce magnifique titre. Moi, j'avais intitulé ça deux de vagues sur pi. Parce qu'il y a une question de rapport de pi sur je ne sais quoi. Enfin, il va vous expliquer ça mieux que moi. Mais il a insisté pour que ça s'intitule Fred des fugues. Fred des fugues. Qui est complètement différent. Alors l'explication de cette pièce est toute simple. Il s'agit tout simplement d'un prélude et d'une fugue, donc qui ne respectent absolument pas les lois de l'écriture. C'est-à-dire s'il y a des profs d'écriture dans la salle, bouchez vos oreilles. Et la particularité, c'est qu'il y a 3 voix dans le prélude et 4 voix du coup dans la fugue. Dans la fugue, il y a donc 4 voix, on a donc la partie de gauche et la partie de droite qui ont le même nombre de notes. Et dans le prélude, il y a une partie intermédiaire de à chaque fois des accords comme ça de septième, et ainsi de suite. Et donc la partie du milieu peut être interprétée donc, par le joueur de gauche ou par le joueur de droite. Ce qui fait que dans l'ensemble de la pièce, si jamais c'est le joueur de gauche qui interprète la ligne du milieu, il aura pile fois plus de notes que celui qui joue la partie de droite. Et si par contre c'est l'inverse, c'est la partie du milieu est interprétée par celui qui est à droite, celui qui est à gauche aura pile fois moins de notes. Voilà, tout simplement. BACH pour tout le monde, hein, pour ceux qui ne parlent pas de la couramment, c'est si bémol, la, do, si naturel. Et donc comme je suis flemmard, c'est Valentin qui fera pile fois plus de notes que moi. Alors, c'est ça.
parmi les petits gadgets qu'on peut faire grâce à mon petit logiciel Lillipond, il est très facile, par exemple, de sortir une partition, par exemple, pour piano solo, à partir uniquement des premières décimales du nombre pi. Alors, il y a un problème avec les décimales du nombre pi qu'on connaît, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, etc. C'est qu'elles sont en base 10. Or, en musique, on aime bien avoir 12 demi-tons quand même. Donc là, je me suis amusé à prendre la base 12 qui me donne des hauteurs. Alors, j'utilise uniquement les intervalles. Hein. Donc, 1, ça monte. Là, on doit avoir quelque chose comme 8. Après, on doit avoir 4, etc. Et pour choisir si ça va monter ou descendre, justement, comme il n'y a que deux possibilités, j'utilise, aux surprises, les décimales de pi, mais en base 2. Donc du coup, ça me dit si ça va monter ou si ça va descendre. Les décimales de pi en base 4 me donnent les nuances. Les décimales de pi en base 3 me donnent la ponctuation, les petits tickets, les petits machins comme ça. On n'en voit pas des masses, mais il y en a un petit peu. Alors, j'ai pas l'habitude de jouer des pièces inachevées, mais je suis désolé, je vais jouer que le début. Et là... Comme je savais qu'on allait se produire avec un violoncelliste, j'étais en train de regarder un peu les saucissons pour violoncelle, c'est-à-dire les grands concertos que tous les violoncellistes doivent connaître absolument par cœur, n'est-ce pas? Par exemple, le concerto de Schumann, si je clique, voilà, super. Donc j'étais en train d'éditer le concerto de Schumann pour violoncelle d'orchestre avec Moog Lillipond, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quelque chose d'intéressant dans Moog Lillipond, c'est qu'il est très facile, au moyen d'une petite fonction, enfin très facile, ça va demander un petit peu de travail quand même, mais au moyen d'une petite fonction, si je... Oh, c'est terrible, je vois. Donc il est très facile avec Lillipond de faire une petite analyse statistique des intervalles. Le problème c'est que les décimales du nombre pi, n'est-ce pas, sont à peu près équitablement réparties, même plus qu'à peu près. En gros, on a à peu près les chances de... Plus on prend un nombre important de décimales, plus on a de chances que chaque chiffre apparaisse le même nombre de fois. Or, dans les demi-tons qu'on utilise dans les intervalles de la musique, en général, les mouvements conjoints sont très fréquents, c'est-à-dire qu'on va avoir des intervalles assez petits. Pour faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do, par exemple, on a 2 demi-tons entre Do et Ré, un demi-ton entre Mi et Fa. Les intervalles un peu plus larges, du genre 11, 10, etc., c'est beaucoup plus rare. Et par exemple, on peut faire un diagramme. Voilà, la partition vient de se recompiler. Donc là, on peut voir très nettement que tous les demi-tons qu'il y a dans la partie de violoncelle, alors vous voyez par exemple le saut de triton est assez rare, 6 demi-tons, pas beaucoup, 7 un petit peu, 5 beaucoup plus, et puis après, là il y a un gros pic au niveau de 1 et 2 demi-tons, donc ça c'est en descendant, ça c'est en montant, il aime beaucoup le demi-ton qui monte, hein, vous voyez, un peu moins le ton entier. Et au milieu, là, il y a le 0 qui correspond tout simplement aux notes répétées. Alors je me suis dit, oh diantre, cette espèce de courbe un peu gaussienne sur les bords, comme ça, est-ce qu'elle se retrouve chez d'autres compositeurs? Alors j'ai essayé avec Vivaldi, et la réponse est oui, quand même pas mal. J'ai essayé avec Saint-Saëns, disais-je. Ouais, allez, la mémoire vive. Allez, voilà. Alors, Saint-Saëns, il fait quelque chose d'assez rigolo quand même. C'est que dans son concerto, il utilise beaucoup de sixtes majeurs, là, vous voyez. Voilà. Sinon, ouais, c'est un peu plus atypique, mais on retrouve quand même le même genre de distribution. Alors, j'ai essayé Mozart, j'ai essayé plein de monde. Et quand même, grosso modo, ça nous fait toujours une courbe un petit peu gaussienne comme ça, avec un gros pic au milieu. Très souvent un trou au niveau du triton, là, vous voyez. Mais voilà. Donc, je me suis dit, est-il possible d'arriver à trouver une solution à tout ça? Alors déjà, comme vous savez, hein, on a tous nos numéros de téléphone dans les décimales du nombre pi, hein, puisque tous les nombres sont inclus dans le nombre pi, une infinité de fois, même le nombre pi est inclus dans le nombre pi, une infinité de fois, ce qui donne un petit peu le vertige quand on y pense. Je me suis dit plutôt que de chercher mon numéro de téléphone, je vais chercher le concerto de Schumann. Donc j'ai pris le début, les premières décimales, d'après les chiffres que me sortait Lillipond.
Et alors je monte, voilà. Et donc, alors il y a une base de données, on peut taper, il y a un moteur de recherche, c'est comme Google, mais au lieu de chercher sur le web, ça cherche dans les 5 premiers trillions de décimales du nombre pi. Alors, MongoDB, celui sur 5 trillions était encore était en panne à ce moment-là, donc j'ai cherché sur un autre moteur de recherche un peu plus petit, mais j'ai trouvé quand même quelque chose d'assez rigolo. Alors là, il faut que je redescende, vous voyez, c'est l'ascenseur en permanence. Je vais décommenter ce petit bout-là. Est-ce que tu pourrais nous jouer le début du concerto de Schumann, comme ça, là, pour violoncelle et piano? Etc. Bon, voilà, tout le monde connaît ça par cœur, en tout cas les violoncellistes. S'il y a des violoncellistes dans la salle, vous connaissez ça par cœur. Alors, ce qui a beaucoup amusé Joseph, c'est que ce que vous voyez ici, vous allez entendre le début est exactement le même, mais en fait, les décimales du nombre pi apparaissent dès la première note. Il a suffi d'aller chercher l'endroit qui correspondait aux bons intervalles. Donc, c'est pas qu'il y a un moment où c'est les décimales de pi qui prennent le relais, c'est que dès le début, ce sont des décimales du nombre pi. Ça arrive vers 200 millions, un truc comme ça. Chez Webern, je m'attendais à ce qu'il y ait une distribution exactement égale. Mais en fait, on voit un pic très intéressant chez Webern. Vous voyez la 7e majeure. Il y a un pic très joli. Et puis alors, bon, il y a beaucoup de notes répétées, donc le 0 au milieu. Et puis alors, il y a la carte. Mais en fait, la carte, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'harmoniques de cartes, en fait, l'harmonique artificielle. Et mon logiciel consacre quand même un accord de cartes. Voilà. Je crois que je vous ai montré un peu. Ah oui, non. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, et je l'ai fait d'ailleurs, ce qu'on pourrait imaginer, ça serait d'utiliser non pas les décimales du nombre pi tel quel, mais de recréer un petit peu sa distribution en forme de courbe de Gauss. Par exemple, en intercollant la base 2, les décimales en base 2, puis les décimales en base 4, les décimales en base 6 et les décimales en base 12, on va aller jusqu'à la base 12. Comme ça, des intervalles larges peuvent apparaître, mais ont une probabilité assez moindre d'apparaître. Et les décimales, alors, vous allez comprendre très rapidement. Donc j'ai créé une nouvelle suite de décimales en intercollant plusieurs bases, plusieurs systèmes de numération. Et en pivotant, donc, comme j'avais 5 bases différentes, j'utilise les décimales de pi en base 5 pour passer d'une base à l'autre. Donc vraiment, tout est entièrement géré par des décimales du nombre pi. Donc avec un peu de chance, on continue à avoir un nombre, on va dire, entre guillemets aléatoire, parce qu'il n'y a pas de périodicité observable. Est-ce que tu pourrais nous rejouer ce petit exemple qui est en train de sortir ? Prononçable, avec beaucoup plus de mouvements conjoints qui arrivent de façon un petit peu imprévisible encore. Mais je pense que c'est une piste à explorer. J'ai terminé, ça tombe bien. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les tonnettes c'est un nid d'abeilles, hein, c'est un maillage hexagonal qu'on aime beaucoup en musique. Et en fait, les chansons qu'on va vous montrer, c'est des chansons hamiltoniennes qui utilisent
ces maillages hexagonaux. Alors, on n'est pas les premiers à avoir inventé le concept des suites hamiltoniennes, parce qu'en fait, et c'est là où, si tu passes, peut-être qu'il y a un petit peu de musique. Voilà, ça c'est une suite hamiltonienne. Vous voyez? Faites. Etc. Donc ça passe en fait pour tous les accords majeurs et mineurs. Une seule fois, à partir de Do jusqu'au Do. C'est un cycle, en théorie des graphes on appelle ça un cycle hamiltonien. Donc on va faire de la musique hamiltonienne. Alors pas comme Beethoven, justement, nous on va s'intéresser à d'autres types de parcours. Voilà un parcours un peu complexe qui a donné suite à la première expérience hamiltonienne. Mais ce n'est pas avec cela qu'on va partir. Tu peux continuer, voilà, c'est avec cela, c'est un peu plus simple. C'est une chanson hamiltonienne redondante. Alors, redondante dans le sens que vous voyez, en fait, les schémas sont un peu réguliers, un peu plus réguliers, moins réguliers que Beethoven, parce que Beethoven fait juste un zigzag. Si on le représente, on aurait juste un petit zigzag. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus complexe. Et les textes, c'est les textes d'un poète italien, Mario Luzzi. Et là, on va vous montrer donc, cette chanson hamiltonienne redondante dans une animation donc, proposée par Gilles. Une nouvelle animation faite exprès pour vous. Alors, attends, je te donne les si bémols plutôt. Questa roccia d'ombra traforata e lumi e dalle voci senza fine, la quiete ed una cosa da pensare. Ah, questa luce viva e chiara viene solo da te, sei tu così vicina, vero d'una cosa conosciuta, un nome, una parola che è passata, l'ultimo del cuore si è perduta. Cade più che un segno della vita, viaggio sei tornato dentro di te, sei chiusa in questa pura sostanza così tua, così romita nel silenzio dell'essere, nel silenzio dell'essere. L'aria tace il tempo dietro a te, si leva come un'arida montagna, dove vaga il tuo spirito e si perde, un vento raro scivola e distante. L'aria tace il tempo dietro a te, si leva come un'arida montagna, vaga il tuo spirito e si perde, vento raro scivola e ristagna.
d'elle reste serrée. On va passer juste à voilà, cette petite chanson hamiltonienne qui est en fait Beethoven lu à l'envers. On a Polo ici, chanteur. Merci au conservatoire de nous avoir accueillis. Désolé d'avoir représenté. Je suis désolé, mais
ça dépendait de nous, on jouerait encore 1 heure, 2 heures.